Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je souhaite avant toute chose remercier le Dr Aiko Shimajiri, ministre d'État pour la Science et la Technologie, pour l'organisation très réussie de cette réunion ministérielle du G7, Sciences et Technologies, ainsi que pour l'organisation du symposium d'aujourd'hui, qui est dédié à la préparation de la prochaine génération de leaders dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Nous faisons face dans ce domaine à un véritable paradoxe. Nous sommes à une époque où la science et la technologie font partie intégrante de notre quotidien. C'est un phénomène particulièrement visible dès que vous vous promenez dans les rues de Tokyo et dans nos grands centres urbains. Mais c'est une expérience qui est de plus en plus partagée. Dans un tel contexte, on pourrait penser que la recherche et l'innovation constituent des domaines professionnels particulièrement attractifs. Or, force est de constater que ça n'est malheureusement pas le cas. Oui, il y a aujourd'hui une baisse préoccupante d'attractivité des carrières dans la recherche. Si vous prononcez ce simple mot, chercheur, il y a de grandes chances pour que dans l'esprit de votre interlocuteur apparaisse l'image d'un travailleur isolé dans une bibliothèque ou dans un laboratoire. S'y ajoute l'idée exagérée que la recherche est d'abord une recherche de financement et que ces métiers que l'on ne peut faire que par passion peuvent entraver la vie personnelle et l'épanouissement individuel. Et pourtant, la science est une des plus grandes aventures qui soit. C'est un voyage, et dans un monde dont nous connaissons les moindres recoins. C'est par l'esprit que se font les grandes explorations et les grandes découvertes d'aujourd'hui. C'est bien d'innovation et de recherche dont nous avons besoin pour relever les immenses défis sociétaux, environnementaux auxquels nous devons faire face. Dès lors, en parlant de défis, il en est un qu'il est urgent pour nous de surmonter, à savoir comment attirer plus de jeunes talents vers le monde de la recherche et comment faire émerger les leaders scientifiques de demain. Cela suppose de repenser nos systèmes d'enseignement supérieur. Nous devons les repenser pour qu'ils soient en cohérence avec les attentes et les besoins d'une société plus diverse, plus complexe, plus internationale. Nous devons les repenser pour conjuguer l'excellence scientifique avec les valeurs fondamentales de nos sociétés, en particulier l'inclusion, qui est le ciment du vivre ensemble et du progrès économique et social. Oui, nous avons besoin d'un enseignement supérieur qui sache s'adapter à de nouveaux publics, avec de nouvelles attentes, mais aussi à des publics de plus en plus divers. Cette inclusion dans la pédagogie et dans l'enseignement que l'on doit proposer, il faut savoir la décliner dans la vision de la société de demain que nous voulons donner aux prochaines générations. C'est dans cet esprit que la France s'est proposée pour la présidence de la prochaine conférence du processus de Bologne, qui se tiendra donc à Paris en 2018. C'est dans cet esprit aussi que la France s'est activement engagée dans le projet européen Hypatia, qui repense la manière dont on communique la science aux enfants et surtout aux adolescents. Car l'image de la science est pour beaucoup dans le désamour des jeunes pour les carrières scientifiques, alors que ces mêmes jeunes sont de grands usagers des nouvelles technologies. Nous agissons, vous le voyez, à différents niveaux. Le G7, grâce à une impulsion forte du Japon, a d'ailleurs mis l'innovation inclusive au cœur de ses réflexions. L'innovation au service de la totalité de la population, c'est un concept dont se sont emparés les chercheurs. Eh bien, c'est maintenant au tour de l'enseignement de se penser inclusif. Oui, nous avons besoin d'un enseignement pour tous et toutes, dont la valeur est aussi de donner aux jeunes générations le sens et la compréhension de leurs futures responsabilités. Nous avons besoin d'un enseignement supérieur dont le lien avec la société se trouve encore renforcé. Mais lorsqu'on parle d'inclusion, nous devons aussi aborder de front la question de la lutte contre toutes les sortes de discriminations, et notamment les inégalités persistantes entre hommes et femmes. Les chiffres sont parfois plus éloquents qu'un long discours. En France, les femmes représentent 34% des chercheurs du secteur public, alors qu'elles en représentaient 32% en 2001. Dans le secteur des entreprises, la part des femmes parmi les chercheurs est encore plus faible que cela. Elle tourne autour de 20% et ce depuis 2000. Et ce constat n'est pas isolé. Il ne concerne pas que la France, c'est un constat mondial. Dans le monde, 28% des chercheurs sont des femmes. D'ailleurs, il est frappant de constater la diminution constante de la part des femmes au fur et à mesure que l'on avance dans le cursus universitaire. Ainsi, en France, elles représentent 56% des inscrits en licence et 59% en master. Jusque-là, tout va bien. Mais elles ne sont plus que 48% en doctorat. Et un tiers seulement des habilitations à diriger des recherches ont été délivrées à des femmes en 2013.
Ce constat s'aggrave encore quand on se tourne vers les sciences physiques et l'ingénierie. Par exemple, dans les domaines de l'ingénierie et de la construction, en 2012, les femmes représentaient moins de 25% des lauréats des thèses scientifiques en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, en République tchèque, en Irlande ou en Suisse. C'est un problème que nous connaissons donc bien, depuis longtemps. Il avait d'ailleurs été abordé déjà lors du sommet G7 d'Elmo. Or, ce n'est évidemment pas un problème de compétence ou de connaissance, c'est un problème politique, un problème de ressources humaines. Pour avoir des femmes chercheurs ou ingénieurs, il convient de mettre en place une politique qui offre une équité de traitement, d'opportunités et de carrière. C'est un travail considérable, car ça implique de lutter contre des représentations, des stéréotypes solidement ancrés dans les mentalités, y compris celles des jeunes filles. C'est un domaine dans lequel nous devons agir pour que l'horizon de ces jeunes filles s'élargisse, pour qu'elles s'ouvrent à toutes les carrières, à toutes les opportunités, sans aucune autocensure, sans que jamais elles puissent se dire « ça n'est pas pour moi ». Pour cela, elles ont besoin de modèles, d'inspiration. Je propose donc de soutenir les réseaux internationaux de femmes chercheurs, ingénieurs ou étudiantes, comme par exemple l'INVES, l'International Network of Women of Engineers or Scientists and Mathematics. Les chercheuses d'aujourd'hui, soyons clairs, inspireront les chercheuses de demain. Alors je conclurai simplement en disant que, plus généralement, c'est bien d'inspiration dont nous avons besoin aujourd'hui, pour préparer au mieux ceux qui seront demain les leaders en sciences, en technologie ou en innovation. Car la science est une des aventures humaines les plus exaltantes qui soient. Elle mérite donc d'être défendue, présentée, revendiquée comme telle. Je vous remercie.